Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. C'est toute une page d'histoire qui va bientôt se tourner. Une triste nouvelle s'est répandue dans la région, soit celle de la fermeture des magasins Sept-Lac-Ouille Mode qui sont situés à Thetford Mines, Disraeli ainsi que Sainte-Marie-de-Beauce. De même que le Silhouette Lingerie qui avait 8 boutiques en tout. Faut pas se le cacher, il s'agit d'une perte énorme pour la collectivité, pour les commerces de proximité, et tout cela a créé un émoi chez les diverses instances de la région et aussi chez toute la population. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui en studio Mme Margot Sept-Lac-Ouille-Blouin, présidente de la Maison Sept-Lac-Ouille. Bonjour Margot. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi. C'est sûr que ça aurait été préférable en d'autres circonstances. Tout ça, ça a dû être une décision crève-cœur pour vous, finalement? Ah, absolument. On ne prend pas cette décision-là de gaieté de cœur ni avec légèreté. Évidemment qu'on a analysé toutes les situations possibles avant de prendre cette décision-là, mais malheureusement, tout ce qui se passe avec l'économie, avec le changement des consommateurs, on n'a pas eu le choix de se rendre à l'évidence là, on n'entrevoyait plus de possibilités là, pour l'avenir. Donc, il a fallu prendre cette décision-là, malheureusement. Là. OK. Mais qu'est-ce qui a causé, au fond, tout ça, d'après vous? Là? Déjà, il y avait eu la pandémie, il y a eu d'autres événements. Ça fait plusieurs années là, que le commerce de détail est en changement. Il ne faut pas se le cacher. L'arrivée des ventes sur Internet, évidemment qu'on s'est numérisé nous aussi. On a changé nos façons de faire. On vendait sur Internet depuis la pandémie. Probablement un peu trop tard, comme certains pourront le dire, mais ça a eu un impact. Écoute, on a été fermé pendant des mois. Il a fallu, évidemment, avoir des aides gouvernementales pour passer à travers tout ça. On a aussi repris des prêts, donc ça avait fragilisé l'entreprise déjà à ce moment-là. Puis suite à ça, il y a eu vraiment, je trouve, un changement quand même drastique au niveau de la dernière année et demie sur les comportements des consommateurs. On a eu l'arrivée des plateformes étrangères, les Shein, Temu de ce monde. Ça a vraiment pris une grosse part de marché dans un contexte où ils fonctionnent de façon assez déloyale. Ils n'ont pas les mêmes armes que nous. Donc, nous, les produits qu'on vend, évidemment, ils doivent être testés. Il y a Santé Canada qui s'en occupe pour vérifier que tout est correct. Donc, ça a un coût, ça. On a aussi des travailleurs qui ont un coût avec des qualités de vie beaucoup meilleures que ce qui peut se passer en Chine, au Bangladesh, etc., etc. Donc, cette part de marché-là, malheureusement, on l'a complètement perdu, puis c'est difficile à imaginer qu'on va être capable de la rattraper dans les prochaines années. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont motivé votre décision, au fond? Ou ça repose beaucoup sur ça? Bien, c'est la baisse de vente. Écoutez, si on avait été capable d'imaginer une rentabilité puis de s'imaginer que l'économie allait se replacer rapidement, on aurait peut-être retardé la décision ou essayé de faire d'autres choses. Mais avec ce qui se passe en ce moment avec nos voisins du Sud et l'économie mondiale, il y a pas vraiment beaucoup d'économistes qui prédisent que l'économie va se rattraper de ça rapidement. Donc, à un moment donné, il faut prendre la décision. Ni que le mode, finalement, de consommation va changer. Non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est un concept qui date d'il y a 120 ans. Évidemment qu'on l'a modernisé à travers les années, mais il faut se rendre à l'évidence que les consommateurs sont rendus ailleurs. C'est quand même déplorable, je vous dirais. Est-ce que, selon vous, le monde politique aurait pu agir pour aider l'entreprise, par exemple, pour faire face à la concurrence sur le Web? Bien, absolument. Ça fait plusieurs années que le Conseil québécois du commerce de détail demande des actions concrètes. Il y a plusieurs façons d'aller taxer ces géants-là, de s'assurer que les produits qui sont vendus sur les plateformes soient corrects pour la santé des Canadiens aussi, parce que là, il y a des impacts au niveau de la santé qu'on commence à voir, etc., etc., au niveau environnemental. Donc, tu sais, toutes les mêmes normes que nous, on a pour faire affaire au Canada devraient être appliquées pour ces plateformes-là. Puis aussi, ramasser les taxes que nous, on doit donner au gouvernement. Donc, toute la paperasse. Il faut qu'ils nous rendent à armes égales. La compétition loyale, elle a toujours été saine. Elle a toujours été bienvenue. Nous, on est contents quand il y a des magasins qui venaient dans la région. Ça gardait les gens dans la région pour faire leurs achats. Donc, on a toujours été bien avenants avec nos compétiteurs. Mais là, c'est pas, on n'est pas à armes égales. Nous, on a un petit lance-pierre, eux ont un bazooka parce que les coûts que nous, ça nous coûte pour être en affaires au Canada versus eux, impossible qu'on puisse rivaliser avec les prix. Donc, oui, les politiques auraient pu faire quelque chose, mais malheureusement, ça sera trop peu, trop tard pour nous. Mais on espère au moins que ça peut éveiller les esprits pour qu'il y ait des choses qui changent pour la suite. Là. Mais c'est vrai que les choses changent beaucoup en région. Je me souviens d'Israéli. Je sais très bien, vous êtes situé sur la rue Champlain, finalement. Et même à l'époque, il y avait une petite boutique de mode féminine aussi, pas très loin. Mais il semblait pas y avoir de concurrence non plus à ce niveau-là.
Bien, en fait, c'est c'était quand bon, même... probablement, parce que les gens ici, quand ils ont du choix, mais ils restent en région. Malheureusement, à Thetford Mines, le choix s'est effrité à travers les années. Puis les gens, bien, soit qu'ils commandent en ligne, ce qui est facile à faire, ou soit qu'ils vont aller magasiner à Québec ou à Sherbrooke, ou ils vont se rendre dans un grand centre, où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir du choix. Puis je les comprends parce que ça devient une activité de magasinage. Mais si tu as juste un magasin à Thetford, il y en a plus qu'un, mais je veux dire, tu sais, en majorité, c'est pas la destination qu'on va choisir. Là. Si on habite en pourtour de la région, on va se déplacer dans les grands centres, puis c'est tout à fait normal. Donc, la compétition est bonne, mais malheureusement, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a une exode complète là, des grands magasins dans les régions, puis ils s'en vont vers les grands centres, puis ils concentrent leurs activités en ligne. Donc, on va en avoir de moins en moins, malheureusement. Peux-tu y voir un signal d'alarme d'une certaine façon pour Bien, le commerce de détail en région? Oui, il faut que les municipalités le comprennent aussi, là, parce que c'est des payeurs de taxes, c'est des emplois, c'est aussi la proximité, la familiarité. Je veux dire, je pense je skip un peu plus loin dans ton entrevue, mais tu sais, ce que les gens me disent depuis l'annonce, c'est que c'est leur sortie là, de la semaine. On a des gens qui sont très attristés de savoir ça parce que c'est un point de rencontre, un commerce de détail. Puis ça fait quelque chose à faire aux gens. Il y a une valeur communautaire d'une certaine façon. Exactement. Puis, tu sais, avant, c'était les centres d'achat. Les gens se rencontraient au centre d'achat, ils allaient prendre un café. Après ça, ils faisaient leur magasinage. Même s'ils ne consommaient pas nécessairement à tous les jours, il y avait quand même une proximité avec le personnel. Donc, ça devenait comme une famille, une grande famille. Puis ça, on le perd tranquillement. Donc, c'est sûr que c'est triste de voir ça, mais il ne faut pas blâmer le consommateur pour ça. Tu sais, je veux pas que les gens se sentent mal d'avoir... C'est vraiment... Le consommateur, il va travailler pour ses poches, puis je le comprends. On est en 2025, il y a eu de l'inflation, l'incertitude économique. On ne sait même pas si on a un emploi demain matin. Fait qu'on va aller vers une option qui est plus abordable, qui fonctionne dans notre budget familial, puis ça, je le comprends. Donc, il faut que ça vienne du gouvernement pour mettre des bâtons dans les roues dans ces plateformes-là pour qu'on soit capable de travailler à armes égales, pour avoir des prix qui sont semblables, puis qui sont en compétition loyale. Puis là, bien, ça sera plus facile de choisir l'achat local dans ce cas-là pour un consommateur. Mais en ce moment, les inégalités sont tellement énormes que tu ne peux pas demander au consommateur de payer 50 de plus pour le même article ou sensiblement le même dans les yeux du consommateur. Même si la qualité, des fois, n'est pas du tout la même. Mais ils vont quand même l'utiliser pour la même utilité, puis ils vont quand même... Donc, il ne faut pas non plus jeter le blâme sur le consommateur parce que l'achat local, c'est beau dans les paroles, mais quand on peut avoir une mince différence de prix, les gens vont être prêts à le faire. Mais quand on devient avec des inégalités aussi grandes, c'est impossible de demander aux consommateurs de porter sur leurs épaules l'achat local et les entrepreneurs locaux, là, malheureusement. Ce qui est revenu beaucoup un peu de mon côté, ce que je voyais sur les réseaux sociaux, côté commerce de proximité, oui, mais beaucoup de gens comme « Regarde, t'étais ma conseillère préférée, tu sais, tu vas me manquer. Oui, j'ai de la famille qui travaillait finalement pour les magasins. » Et c'est... Mon Dieu, tu sais, ça semble être une grande perte pour les gens quand même. Ah, absolument. Puis comme je disais tantôt, c'est le lieu de rencontre. Il y a des gens qui travaillaient pour moi que ça faisait 40 ans, dont la personne que vous connaissez, 33 ans. C'est une famille. Puis à l'intérieur de l'entreprise, oui, il y a eu beaucoup de Sept-Lacouilles qui ont travaillé dans l'entreprise, mais il y a eu des mamans qui ont engagé leur fille, que leur fille a travaillé. Que, tu sais, c'est une histoire intergénérationnelle. Là, ce qu'on entend, c'est les gens qui nous disent j'ai acheté ma robe de mariée chez Sept-Lacouilles à l'époque. Ma mère a acheté sa robe de mariée à l'époque. On se rappelle de tous les beaux souvenirs là, que les gens ont vécu dans nos magasins. Puis pour nous, personnellement, c'est sûr que c'est une histoire familiale aussi. Là. Donc, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de mémoire qui va rester dans l'entreprise. Puis c'est ce qui rend la chose autant déchirante après 5 générations. OK. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, vous pensez, que ça a dans la communauté? Bien là, c'est sûr qu'on ne se cachera pas. Moi, j'ai été présidente d'Héritage Centre-Ville pendant des années. On avait le centre-ville à cœur et on l'a toujours. Ça va quand même faire un vide au niveau de l'achalandage, je crois. On a des commerces qui sont super au centre-ville. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Je pense qu'il va falloir se rallier sur le fait qu'il faut redévelopper le centre-ville. Ça fait longtemps on a des plans avec la ville pour redynamiser le secteur. Malheureusement, ces plans-là n'ont pas été mis en marche assez rapidement à notre goût. C'est sûr que, bon, il y a eu la pandémie, il y a eu des choses qui ont retardé les projets, mais malheureusement, encore une fois, c'est un peu trop tard. Là. Ça fait des années qu'on demande des interventions directes au centre-ville, puis on commence à en voir. Donc,
en espérant que ça se poursuive aussi dans cette direction-là. C'est sûr qu'au centre-ville, ça va faire un grand vide. Ça va faire un grand vide, puis je pense que ça fait un grand vide dans le cœur de tout le monde aussi, mais on veut remercier les gens parce que, tu sais, je veux pas que les gens le prennent personnel s'ils faisaient pas d'achat chez nous, ou s'ils en ont fait peut-être moins dans les dernières années. Donc, on est quand même très reconnaissant envers nos clients qui ont été fidèles avec nous parce que si c'était pas de ces gens-là, on serait même pas en train de se parler aujourd'hui, on aurait fermé il y a probablement 15 ans. Donc, c'est eux qui nous ont tenus à bout de bras pendant ces dernières années. Parce que la problématique, au fond, n'est pas récente non plus. Là. Exactement. Assez exacerbée, mais ça fait des années là, qu'on vit ces difficultés-là. Donc, Ça avait débuté, je pense, en 1904 à Disraeli avec M. Aziz Setlakoui, qui avait un magasin ambulant. Celui de Thetford a été ouvert peu de temps après. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Exactement. Donc, Aziz Setlakoui, qui est venu d'Arménie lors du génocide d'Arméniens dans ces années-là. Bon, il y en a qui vont débattre du début du génocide, mais en 1904, il est venu s'établir ici à Disraeli parce qu'il y avait des connaissances, dans le fond, dans la région qui avaient immigré à Disraeli. Donc, c'est comme ça que le commerce a commencé. Puis ensuite de ça, ça s'est transformé en un magasin général, magasin à Thetford Mines. Puis ça a évolué à travers les années. Donc, on a eu, ceux qui se souviennent, la fourrure, on a eu les robes de mariée, comme je parlais tantôt. Ensuite, les produits ont évolué. On a le magasin de Sainte-Marie qui a ouvert. Ensuite de ça, il y a eu l'achat des bannières Silhouette Lingerie qu'on a continué à opérer jusqu'à cette annonce-ci. Donc, il y a eu plusieurs générations. Mon grand-père, Raymond Setlakoui, qui a été à la tête de l'entreprise. Les gens vont se rappeler de Richard aussi, son frère. Ensuite de ça, Andrew, le fils de Richard, qui a été à la tête de l'entreprise pendant quelques années, de qui j'ai succédé, dans le fond. Alors, les gens connaissent beaucoup la famille. Je pense qu'on a été beaucoup impliqués aussi dans la région. Richard avec le ski, mon grand-père en politique, il y en a beaucoup qui l'ont connu à ce niveau-là, qui a été sénateur pendant quelques années sous Jean Charest. Donc, on a toujours eu cette fibre-là. Je l'ai fait aussi à mon tour de m'impliquer dans la communauté, puis je vais continuer de le faire, là, même si l'entreprise... Ça fait combien de générations, au fond? 5. 5 générations quand même qui sont ferrées, finalement. J'étais la 5e génération à être à la tête de l'entreprise, donc c'est quand même un exploit. Les gens essaient de me rappeler ces temps-ci que c'est un exploit puis qu'il faut qu'on soit fiers, parce que c'est sûr que c'est triste comme situation, mais tu sais, les entreprises qui progressent passer 3 générations sont très, extrêmement très rares. Extrêmement effectivement, rares, oui. Ouais. On est chanceux d'avoir eu cette harmonie-là. Vois-tu, ce matin, je discutais avec quelqu'un puis qui me disait « Ah, moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'allais manger... une frite sauce. Mais je pense que toute la région, finalement, a des souvenirs associés avec la maison Setlakoui. Puis on espère qu'ils vont rester positifs malgré ce qui se passe en ce moment. Je crois bien que oui, quand même. Je veux dire, c'est tous des bons souvenirs. C'est sûr que celui-là qu'on vit présentement, ça sera peut-être pas nécessairement un bon souvenir, mais derrière, vous laissez quand même une trace qui est significative, finalement. Quels ont été, selon vous, les moments marquants des magasins Setlakoui? Elle est dure, cette question-là, mais moi, c'est parce que ça fait que 12 ans que je suis dans l'entreprise à titre d'employé puis d'actionnaire et tout ça. Il s'est passé tellement de choses, finalement. Tu sais, quand je parle avec les employés de longue date, il y en a qui... Puis avant ça, ils ont connu des guerres, là. Je veux dire, s'il y a eu des périodes de guerre où est-ce que le magasin était ouvert, ils ont connu la fermeture des mines, qui a eu un gros impact au niveau de notre entreprise. Ensuite de ça, il y a eu l'incorporation de la taxe à la vente. Apparemment que ça a été une année sombre pour le commerce de détail. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai encore des gens à l'entreprise qui l'ont vécu. Puis jusqu'à tout... Ensuite, on a fêté un 100e anniversaire qui a été grandiose. Moi, je m'en rappelle comme... Je pense que j'avais 13 ans, dans le fond. J'avais participé au défilé de mode. Il y avait eu des feux d'artifice. On avait célébré ça en grand dans le temps. Puis ensuite, dans les choses un peu moins le fun, on a eu une pandémie qui était la première fois en 120 ans qu'on a fermé le magasin. Pendant des jours complets. Donc ça a été mais tous les commerces étaient pas mal fermés à ce niveau-là. Oui, mais c'était historique incroyable. dans notre tête de dire on passe à notre magasin puis il est fermé. On est ouvert 7 jours sur 7 à part les fêtes. Tu sais, on a 5 fêtes dans l'année, je pense qu'on est fermé. Donc c'est assez... on va s'en rappeler longtemps de cette période-là qui a été stressante aussi. Là.
Donc, ça serait quand même 120 années d'existence au sein de la communauté. Ça fait toute une aventure, je crois, familiale et historique à la fois. Oui. Puis ça a marqué profondément la région. On a pu voir sur les réseaux sociaux de nombreux commentaires, des éloges. En somme, c'est un choc qui est venu bouleverser les gens, je crois bien. Est-ce que vous croyez que la fermeture va aider les gens à prendre conscience de l'importance de l'achat local, des conséquences que les achats sur le web peuvent provoquer? C'est sûr qu'il y a une conscience collective que je pense qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je vais faire quoi quand j'ai besoin de quelque chose? Parce que c'est sûr que c'est pratique, l'achat sur le web, mais on a beaucoup de clients qui arrivent à la dernière minute, puis j'ai besoin d'une paire de bas de nylon, j'ai besoin d'une chemise pour mon événement de ce soir à 5 h, il est 4 h. Là. Donc, cette proximité-là, le service aussi qu'on a fait, je crois qu'il va manquer quand même aux gens parce qu'on ne retrouve pas vraiment ce genre de service-là dans d'autres commerces. Non, service vraiment personnalisé, exact, je vous dirais, pour y être allé une fois récemment avec ma mère, c'était comme... Mon Dieu, moi-même, je suis resté comme ébahi devant. Oui, on avait du bon personnel. Donc, ouais. tout ça, je pense que ça va éveiller quand même une conscience collective. Mais encore là, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. C'est pas le consommateur qui va avoir le pouvoir de décider ce qui va se passer avec les commerces locaux, même si on a tout le bon vouloir du monde. La différence de prix est trop énorme par rapport à ce qu'on peut offrir. Fait qu'il faut que ça vienne du gouvernement puis que ça redécoule vers le consommateur et non l'inverse. Moi, je suis toujours d'une optique dans l'achat de vêtements que j'ai besoin de voir ce que j'achète avant de l'acheter. Ce que je retrouve pas sur le web, Non, pas du tout. pas du tout. Je suis peut-être ancienne mode un peu, mais de mon côté, je fonctionne vraiment comme mais ça. Mais je veux juste faire une parenthèse ici. Il Oui. ne faut pas démoniser les achats sur le web parce qu'il y a plusieurs beaux fleurons québécois qui vendent sur le web et qui font très bien. Donc, c'est pas le web en tant que tel qui fait mal aux entreprises locales, c'est quand c'est déloyal au niveau de la façon de faire. Donc, je vais mentionner tant mieux pour comme Simons, que leur site web est ultra bien rodé, puis ils font bien leurs affaires, puis ils vont vendre à travers le Canada. Ils font très bien au niveau du web, puis ça devient une grosse part de marché pour eux. Puis ils ont quand même des magasins physiques. Donc, le mix des deux est parfait pour un commerçant. Il ne faut pas démoniser les achats sur le web non plus, mais on peut être conscient d'où est-ce qu'on fait nos achats sur le web, puis quel genre de produit qu'on va recevoir, puis il a été fait de quelle façon aussi. Et qui on encourage. Qui on encourage, c'est ça. Mais il faut que les prix soient possiblement sensiblement pareil pour qu'on soit capable de compétitionner. Okay. En somme, on perd donc une véritable institution, un fleuron local. Quels sont les commentaires que vous avez pu recevoir depuis l'annonce? Bien, on doit être nombreux quand même. J'ai pas eu le temps de tous les lire, malheureusement, parce que je suis en entrevue depuis hier avec plusieurs médias, mais hier soir, j'ai quand même pris le temps de regarder mon téléphone, puis je suis submergée par la vague d'amour qu'on reçoit. Je pensais pas qu'on aurait autant de commentaires, de soutien, autant pour nos employés, autant pour nous, autant pour la famille, puis surtout les belles histoires que les gens nous racontent. Là, je trouve ça merveilleux d'entendre justement les histoires de quand j'étais jeune. Tout le monde a sa petite histoire avec les Sept-Lac-Qui, puis ça va rester gravé dans leur mémoire. Puis ça, je trouve ça vraiment beau de les lire. Donc, je veux remercier les gens de nous partager ces beaux témoignages-là. Ça nous fait chaud au cœur à la famille au complet. Là. Toutes les Sept-Lac-Qui, on se parle en ce moment, on s'envoie des messages, puis on est tous très tristes, très attristés de ce qui se passe, mais on est tellement... reconnaissant envers la population puisque les gens nous écrivent. Donc, merci beaucoup. Parce que moi, je suis d'une époque où en face du Sept-Lac-Qui, il y avait le People. Oui. J'ai pas connu ça, moi, mais on m'en fait on venait faire le magasinage, finalement, beaucoup au centre-ville. Mais écoute, dans ce temps-là, déjà, les centres d'achat n'existaient pas et étaient à leur balbutiement. Ça, c'est autre chose. Quelle a été, selon vous, la contribution de l'entreprise dans la communauté? Bien, sa contribution, on en a parlé un peu aujourd'hui par rapport à le fait qu'on ouvrait un magasin familial où est-ce que les gens pouvaient se retrouver, etc., etc. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'à travers les années, on a quand même été assez généreux, je crois, au niveau de la communauté. On était toujours les premiers à répondre présents quand on avait une demande de commandite ou si on pouvait aider un organisme ou faire des dons de vêtements, de certificats cadeaux, etc. Donc, je pense que ça va rester quand même gravé dans la mémoire des gens aussi. Puis, on l'a toujours fait au moyen de nos capacités, puis même au-delà, pendant plusieurs années. Donc, je pense que ça reste. Puis, le contact que ma famille a eu avec les gens aussi, on a toujours voulu aider notre prochain, aider les prochaines générations d'entrepreneurs. Donc, ça, c'était encore le cas aussi. Exact. Autant du côté de Thetford Mines que d'Israéli, j'imagine, peut-être même Sainte-Marie-de-Beauce et ailleurs aussi. C'était vraiment une participation remarquable, je crois bien, à ce niveau-là. Merci.
Pour avoir eu l'occasion de discuter avec quelques-unes de vos employés et d'autres personnes, finalement, oui, c'était une aventure familiale, puis elle aussi, elle se sentait qu'elle faisait partie de la famille. Je crois que c'est important dans la culture de l'entreprise, ça. Si on n'avait pas eu cette culture-là, on n'aurait probablement pas gardé ces gens-là avec nous aussi longtemps. Ils sont restés par passion pour l'entreprise, mais aussi parce que je pense qu'on s'aimait comme une famille. On les a toujours traités de cette façon-là, puis c'est toujours comme ça qu'ils se sont sentis accueillis dans notre entreprise. Puis c'est très touchant de voir que malgré l'annonce que je dois leur faire dans les derniers jours, ils nous demandent plus à nous comment on va quasiment avant de poser leurs questions sur eux, leur futur. Ils sont vraiment encore très attachés à la famille, à l'histoire, puis ils veulent rester avec nous jusqu'à la fin pour nous aider à traverser cette portion-là. Puis c'est réciproque là, de mon côté à travers les entrevues, mais j'appelle des entreprises locales pour replacer mes gens en ce moment. Okay. Donc, j'en ai pas mal de replacés déjà. Ça va bien, nos appels. Fait que mon but premier, c'est évidemment pas les laisser dans le pétrin. On les aime d'amour. Ils ont travaillé avec nous pendant des années, puis on a développé des liens aussi personnels avec ces gens-là. Je veux pas quand on travaille étroitement. L'attachement est réciproque. L'attachement est réciproque, puis je trouve ça beau de voir que dans l'adversité, on se serre les coudes puis qu'on s'entraide. Donc, on est à fond sur cette mission-là, puis j'en ai déjà plusieurs qui ont eu des offres d'emploi. Mon Dieu, OK, je trouve ça vraiment admirable de mon côté. On parle de Sept-Lac-Qui comme de commerce iconique, une véritable institution, une fierté locale et même régionale. On a discuté avec beaucoup de personnes, vous ont fait part de leurs souvenirs, mais qu'est-ce que ça va laisser comme souvenir, vous pensez, les magasins Sept-Lac-Qui dans l'esprit des gens? Bien, je pense que c'est un pan de l'histoire de la communauté. Je veux dire, le magasin... C'est un pan important, oui. Oui, c'est ça. Le magasin iconique avec le Sept-Lac-Qui écrit. Je veux dire, c'est une bâtisse qui va rester gravée dans les mémoires. Puis comme j'ai dit tout au long de l'entrevue, je pense que c'est vraiment les moments marquants. T'sais, ça va être plus ça que les gens vont retenir que les vêtements qu'ils ont achetés. T'sais, c'est vraiment plus le Père Noël qui arrive en hélicoptère pendant des générations. C'est tous ces petits événements-là qu'on a créés, les moments marquants où que les gens se sont reconnus, se sont revus ensemble, les défilés de mode dans le temps, il y en a qui m'en parlent beaucoup. Donc, je pense que c'est ça qui va rester dans la tête des gens, puis aussi l'apport de la famille dans la communauté, j'espère qu'il va rayonner. Avant de terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population, à vos collègues entrepreneurs, votre clientèle, vos employés? Bien, merci. Merci de nous avoir fait confiance pendant autant d'années. Merci de continuer à nous aider dans cette transition-là pendant la vente de liquidation, puis de tout nous donner cet amour-là qui est complètement réciproque. Puis pour les entrepreneurs, bien, je leur souhaite bonne chance, puis de ne pas lâcher. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais il faut qu'on ait cette voie-là pour pouvoir s'exprimer puis que les choses changent. Donc, on souhaite que l'éveil collectif se fasse puis qu'on soit capable de s'élever à un autre niveau collectivement. Donc, merci à tout le monde. Puis je voudrais remercier aussi mes fournisseurs avec qui j'ai fait affaire pendant des années qui nous ont aidés dans toutes les périodes difficiles et les plus belles aussi. On a travaillé ensemble, puis c'est comme ça qu'on a réussi à être là pendant 120 ans, en fait. Je pense qu'on ne peut que remercier votre famille pour votre présence pendant toutes ces années. Est-ce que les gens peuvent faire quelque chose pour vous aider, finalement? Je sais qu'il y a une vente de liquidation qui va se préparer dans les prochaines semaines. Exactement. C'est déjà commencé. Donc, l'important pour nous, c'est de liquider toute la marchandise qui va être sur place. C'est la meilleure façon de faire pour terminer en beauté. Donc, on leur dit de venir nous voir, venir voir notre personnel pour une dernière fois, puis de profiter des escomptes qui vont être assez incroyables. Parfait. Donc, on va inviter toute la population à aller vous visiter. Parfait. Merci beaucoup, Margot. Je vous remercie. Merci à toi. Merci, bonne journée. Il y a aussi une expression de Victor Hugo, parce que j'aime la poésie. Oui, je sais. Victor Hugo qui disait « Le plus grand danger, c'est d'exister sans vivre ». Toujours dans le dossier de la fermeture du magasin Sept-Lac-Qui, à Thetford au centre-ville, nous sommes à l'espace entrepreneuriat de la région de Thetford, en compagnie de Mme Laurence Clich et de Logan Morissette, qui sont présidente et coordonnatrice de l'organisme Héritage Centre-Ville. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Comme première question, quelles sont vos réactions par rapport à la fermeture du Sept-Lac-Qui? C'est sûr que la première réaction a été, quand même une grande émotion, là. C'est sûr que ça l'a laissé, on a un petit instant là,
de déception, évidemment. Là. Puis par la suite, c'est sûr que c'était bon d'essayer de voir, d'un reconnaître aussi toute l'apport que cette Laquie avait faite là, pour le centre-ville puis pour la région. Puis par la suite, là, déjà d'essayer de réfléchir un petit peu à l'avenir, là, bien qu'on est encore dans les débuts. Là. Un petit peu dans la même direction de Laurence, c'est vraiment un gros coup là, pour le centre-ville. Puis, il faut se dire aussi que cette Laquie, c'est pas juste un commerce de détail qu'on perd, c'est aussi des gens de cœur, des partenaires depuis des années, puis principalement aussi des gens qui s'impliquent activement dans la revitalisation de notre centre-ville. Fait qu'on perd pas juste un commerce de détail, on perd beaucoup plus que ça. Quel est, selon vous, l'impact que ça va avoir sur le centre-ville ici? Bien, ça, dans un premier coup, ça fait un coup, bon, tout le monde nous dit, bon, un commerce là, au centre-ville qui ferme. C'est sûr que par la suite, par contre, bon, c'est sûr que cette Laquie avait, justement, comme Logan a mentionné, une grande place là, au cœur du centre-ville, pas juste par sa présence en tant que magasin, mais par les gens aussi qui ont été présents là, dans l'organisation. Mais effectivement, là, ça fait aussi place à, bon, pour peut-être des projets futurs, puis peut-être un vent de changement. Là. Donc, c'est sûr qu'on va être à voir là, pour voir les changements que ça peut apporter. Je suis vraiment dans la même direction que Laurence aussi sur ça. Ouais. Parfait. Est-ce que ce vide-là va pouvoir être comblé parce que c'est quand même le magasin, je pense, le plus important du centre-ville? Oui. C'est sûr qu'à date d'aujourd'hui, c'est tout frais. On n'a pas toute l'information de notre côté encore pour le moment là, sur qu'est-ce qui est les options déjà. Est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues ou quoi que ce soit? Pour le moment, là, c'est sûr que nous, on va être à rechercher l'information puis voir qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Mais pour le moment, malheureusement, effectivement, c'est un peu tôt là, pour pouvoir se prononcer là, à ce sujet-là. Effectivement, à l'heure actuelle, on est comme encore en train de digérer la nouvelle aussi. Fait qu'on ne peut pas prévoir ça tout de suite. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des solutions pour pallier à ce vide qui va se créer? C'est certain qu'il va pouvoir en avoir. Là. Je pense qu'on est plusieurs acteurs intervenants au centre-ville, là, que ce soit avec le nouvelle entité là, ID Tedford, ID Développement Tedford, je vais pas mal le citer. Puis avec d'autres acteurs qu'on pourra peut-être essayer de voir, est-ce qu'effectivement il y a des... je veux pas... évidemment qu'on conserve un volet commercial. Est-ce qu'il y a d'autres avenues? Effectivement, ça va être à voir. Oui, on a aidé Tedford, comme Laurence mentionnait, que c'est sûr qu'il joue un grand rôle aussi dans le développement commercial et industriel à Tedford. Fait que ça peut aider un petit peu. Puis on a aussi, avec Héritage Centre-Ville, le programme du PPU, projet particulier d'urbanisme, qu'on travaille en collaboration avec la ville. Fait que c'est sûr que ça peut mener à quelque chose dans les prochains temps, ce qu'on aimerait beaucoup, ouais. Ça a été quand même toute une onde de choc. Ça a été très présent aussi sur les réseaux sociaux. Pensez-vous, au fond, que ça peut permettre de conscientiser les gens à l'importance de l'achat local? Oui, c'est certain. Là. Je pense que tout le monde un peu qui sont intervenants ici pour le milieu l'ont souligné dans les hier, en fait, là, qu'effectivement, l'achat local est vraiment important. Puis d'encourager vraiment les entreprises là, d'ici. Donc, je pense que c'est vraiment... un coup concret là, qui réveille beaucoup, je pense, tout le monde sur l'importance là, d'acheter le local. Oui, puis c'est un coup concret, mais c'est pas juste de le dire. Il faut vraiment faut commencer à le faire, puis que ce soit pour les plus vieilles générations, autant les nouvelles, mais il faut vraiment que l'on le mette en place plus, cet achat-là local. Faut qu'il y ait un mouvement qui s'opère, finalement. Exact. Bon, mais je vous remercie beaucoup de votre participation à l'émission et au plaisir de se revoir. Oui, merci. Nous sommes maintenant avec Mme Suzanne Lacombe, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford. Bonjour, Mme Lacombe. Bonjour. Quelles sont vos réactions par rapport à la fermeture du magasin Cette-Laquie? Écoutez, on est restés, je pense, un peu tous ébahis par cette annonce-là. C'est un sentiment qui est indescriptible. C'est une perte importante pour notre milieu. C'est un fleuron, hein, on le dit souvent. Oui, c'est un beau fleuron dans notre milieu, mais c'est surtout un fleuron provincial. Les gens venaient de partout pour venir magasiner chez Cette-Laquie Mode. Alors, c'est une grande, grande perte et on ne peut rester insensible à ce qui arrive actuellement à la famille Cette-Laquie. Quels sont, selon vous, les éléments qui ont contribué finalement à cette fermeture? Bien, un peu comme les dirigeants de l'entreprise l'ont spécifié, je pense que c'est une multitude de segments qui, un après l'autre, ont amené à prendre cette décision-là. On sait fortement que la pandémie a eu un impact majeur sur nos entreprises et surtout sur les entreprises du volet commercial, mais aussi beaucoup, on tend à oublier des fois, nos entreprises dans le domaine de la restauration, du divertissement, du loisir ont été très impactées par les retombées de la pandémie.
Madame Satlakouy le mentionnait, qu'elle s'est battue aussi avec cet élément-là mondial, mais aussi la force des marchés au niveau de la vente en ligne. Les gens ont, en raison de la pandémie, ont développé une nouvelle façon de consommer, puis ont eu de la misère à revenir sur des habitudes qu'on connaissait auparavant. Et on dirait que d'ouvrir une porte de magasin depuis quelques années, c'était pour certains inaccessible. Alors, veut pas, les plateformes de vente en ligne ont réussi aussi à créer ce désolement-là au niveau de l'achat local. Quels sont, selon vous, les impacts pour la ville de Thetford et aussi pour ses nombreux entrepreneurs? Bien, écoutez, c'est un impact qui est majeur. Vous savez, d'avoir une entreprise de 120 ans dans le commerce de détail, c'est une fierté. Oui. C'est une fierté à la fois pour la population, mais c'est une fierté pour le milieu entrepreneurial. Nous, comme Chambre de commerce, écoutez, on avait à cœur de dire qu'on avait un fleuron comme ça chez nous. Alors, ça a un impact majeur. Ça a un impact aussi sur l'émotionnel auprès des entrepreneurs parce que souvent, les gens vont dire, et si un majeur comme ça plie l'échine, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, les prochaines semaines? Alors, ça crée un sentiment d'insécurité, puis on va devoir travailler avec ça. Je l'ai toujours dit, durant la pandémie, on a mis en place des programmes de soutien psychologique aux entrepreneurs, puis je pense qu'il va falloir revenir avec ça, parce qu'il s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, ne sera pas plus drôle que ce qu'on a connu il y a 5 ans. Oui, parce que ça serait difficile aussi pour un nouvel entrepreneur qui déciderait de se lancer en affaires. Bien, je dis pas qu'il faut diminuer l'impact au niveau des projets entrepreneuriaux, c'est pas ça. Mais c'est certain que les gens vont mesurer correctement à dire est-ce que je m'en vais dans tel secteur d'activité ou dans l'autre. Et il va y avoir une prise de conscience qui va être prise à ce niveau-là. Il y a un climat qui est rempli d'inquiétude puis d'émotions, beaucoup finalement, depuis cette annonce. Quel est le sentiment, selon vous, que ça laisse dans la population? Bien, comme je vous mentionnais précédemment, je pense que ça amène... Bon, il y a un sentiment d'insécurité. Les gens vont se dire, comme je vous mentionnais, est-ce que une entreprise qui a perduré puis qui en a vécu toutes sortes d'époques et de problématiques, est-ce que maintenant, c'est vers les plus petites que ça va être touché? Alors, l'insécurité va être là, mais ça va amener aussi probablement un revirement où ce que peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience enfin qui va être faite par le consommateur, puis on va dire, hey, s'ils ont eu raison d'un majeur comme ça, il faut soutenir les autres qui restent maintenant. Écoutez, à chaque fois qu'on prend les tribunes, qu'elles soient une tribune écrite, une tribune parlée, on ramène l'importance de consommer localement et de soutenir nos entrepreneurs. Bien, une fois de plus, je fais appel à tout le monde en disant, c'est là encore une fois qu'il faut acheter localement puis soutenir nos gens ici sur le territoire. Ça représente donc un dur coup pour la région, cette fermeture-là. C'est un coût majeur, c'est un coût qui est difficile pour la région, c'est un coût qui est difficile pour la ville, mais c'est aussi un coût qui est difficile pour le centre-ville parce que depuis des années qu'on travaille à maintenir le centre-ville, qu'on sollicite les gens pour ramener un dynamisme, de ramener un sentiment de vie au centre-ville. Et l'attraction, le produit d'appel majeur qu'on avait va nous quitter, fait que ça va être un coût qui va être difficile à gérer puis qui va laisser un trou béant dans notre centre-ville. Oui, c'était vraiment, finalement, le magasin majeur du centre-ville. C'était le produit d'appel sur notre Et juste pour mentionner à tous les spectateurs, c'est aussi le cas d'Israéli. C'était un atout majeur aussi. C'est ça. Mais je vous remercie, Mme Lacombe, de votre participation. Je réitère une fois de plus tout mon soutien, que ce soit le mien ou encore celui de la Chambre de commerce. Écoutez, on est en soutien à la famille Satlakouy, puis on comprend parfaitement leurs décisions et on leur réitère notre soutien à n'importe quel moment. Parfait. Je vous remercie énormément. Bonne journée à vous. Merci.